on va du coup débuter avec Monsieur Stizen Bisselou, euh, le CEO de Paysica qui est avec nous, que je vais laisser Ouais. se présenter rapidement. Bonjour bonjour à tous. Je crois que j'ai pas une très bonne luminosité, mais bon, plus important c'est ce que je vais dire. Donc moi je suis Stéphane Bisselou Nzengue. Je suis cofondateur de Paysica et en même temps aussi de Betty Connect, mais au fur et à mesure vous allez comprendre pourquoi j'ai rejoint Betty Connect après avoir présenté Paysica. Donc de base déjà je suis ingénieur en robotique et intelligence artificielle. Après mes études d'ingénieur, j'ai rejoint Grenoble École de Management pour avoir le titre de manager international. Et quand je faisais cette formation, j'étais déjà plein dans les questions de financement parce que j'étais conseiller en financement collaboratif du directeur France Dakar Recherche. Et pendant que j'étais conseiller en financement collaboratif, je travaillais sur des appels à projets, donc aller monter des dossiers pour soumettre auprès des organismes publics tels que BPI France, la région, les différentes régions, l'ANR, etc., etc. Et donc, quand j'ai terminé mes études, je rejoins à temps plein mon collègue Roger sur Paysica. Et de là, on a lancé une recherche des fonds. Ça nous a pris à peu près un an. Nous avons réussi à, premièrement, à lever 300 000 euros et après, avec l'aide de BPI France, on est passé à 600 000 euros, donc Super. 400 millions de francs CFA en 2021. Euh, et donc, après ça, d'ailleurs, pendant la période où j'ai levé des fonds, j'ai rencontré Aube parce que elle travaille pour un fonds d'investissement Emera, je pense. Je crois que c'est ça le nom. Elle travaille pour un fonds d'investissement et on avait soumis un dossier, ils nous avaient reçu. C'était à Bordeaux. Donc, on était allé à Bordeaux, j'ai rencontré Aube là-bas pour la première fois. Et après, on a gardé le contact. Donc, elle me demandait, elle m'avait posé un jour la question, comment ça se passait, la levée de fonds. Bon, j'ai raconté un peu les péripéties. Donc, on a vraiment gardé le contact et elle me disait que c'était assez difficile, la plupart des personnes qu'elle rencontrait, et surtout quand on est étranger en France, lever des fonds, quand même, c'est pas une chose facile. Et après, j'ai appris que elle avait décidé quand même de se consacrer sur cette On va, problématique. on va Et peut-être freiner parce pour ouais, pouvoir rentrer vraiment dans le détail un peu plus tard aussi pour oui, partager, voilà, on va peut-être revenir un peu sur, rappeler d'ailleurs la thématique, hein, d'aujourd'hui exactement. qui est le rapprochement entre les entrepreneurs et entre les investisseurs et les entrepreneurs d'Afrique francophone et de la diaspora. Et pour aborder ce sujet qui, comme nous disait l'un de nos participants tout à l'heure, est très central aujourd'hui dans euh, les écosystèmes d'Afrique, nous avons décidé d'inviter Steven Bisselou, qui est un entrepreneur qui vous a raconté un petit peu de son parcours, un parcours sur lequel on va revenir d'ailleurs un peu plus en détail. Et nous avons aussi invité Saïd, Monsieur Saïd Sako, qui n'est malheureusement pas encore avec nous, mais il nous rejoindra dans très peu de temps. Alors, pour commencer, on va revenir sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est et expliquer pourquoi nous avons décidé de nous attaquer à cette problématique-là, à la relation entre entrepreneurs et investisseurs en Afrique francophone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on analyse les écosystèmes d'Afrique en général, on a deux blocs. On a le bloc de la zone anglophone avec le dynamisme qu'on lui connaît, avec ses quatre géants, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, l'Égypte et le Kenya, qui captent l'essentiel des capitaux qui arrivent en Afrique. Pour les quatre grands que je viens de vous raconter, nous sommes à plus de 80% aujourd'hui d'absorption de capitaux, ce qui veut dire que les 20% restants vont être dispatchés sur à 80% de la surface des pays présents en Afrique. Et ce qui fait que les zones francophones sont très défavorisées, alors que là-bas, nous avons des innovations, nous avons des entrepreneurs, nous avons des projets audacieux, ambitieux, et donc
on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la zone francophone. Euh, Pourquoi, qu'est-ce que font correctement les entrepreneurs des quatre grands géants comme le Nigeria, le Ghana, l'Égypte et le Kenya, ou encore les autres pays qui arrivent quand même à capter des capitaux, à faire émerger des projets comme le Sénégal avec Wave, par exemple. Pourquoi est-ce que certains pays d'Afrique francophone, plutôt la majorité, n'arrivent pas à atteindre le public des investisseurs? Et selon la raison qu'on va trouver, qu'on va étudier du coup pendant ce live-là, une solution devra être trouvée. Et donc, on va aussi s'attarder, se pencher sur la solution que pourra nous proposer notre intervenant Tizen Bisselou avec son expérience et que je pourrais aussi vous apporter. Alors, on a un élément très important qu'on n'a pas fait au tout début, mais qu'on va faire maintenant, c'est de me présenter. Donc, merci déjà à vous qui êtes là avec nous. Je suis Hope Kwame, cofondatrice de BET Connect, comme le disait Tizen tout à l'heure, et aujourd'hui modératrice. Euh, il faut savoir que concernant mon parcours, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille sur les problématiques des relations entre investisseurs et entrepreneurs, sur l'accélération de projets, le passage à l'échelle des projets d'Afrique francophone et de la diaspora. Et il y a quelques années, j'ai décidé de me pencher sur cette problématique-là, ayant été du côté des entrepreneurs et ayant aussi travaillé pour des fonds d'investissement en tant qu'analyste, où j'ai pu voir comment se passait, quelle était la dynamique au sein des écosystèmes d'investisseurs et quelle était celle des entrepreneurs et quel est l'élément qu'il faut corriger. J'ai décidé de créer BET Connect qui du coup est une réponse en tout cas qu'on souhaite vous apporter et qu'on pourra étudier une solution sur laquelle on pourra peut-être s'attarder un peu plus à la fin de notre live lorsque nous aurons abordé le sujet qui nous rassemble ici, qui est le rapprochement des entrepreneurs, des investisseurs et des entrepreneurs d'Afrique francophone et de la diaspora. Alors, savoir qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, quand on parle d'investissement en Afrique francophone, il ne faut pas cibler uniquement les investisseurs locaux, c'est-à-dire ceux qui ont des bureaux sur place, par exemple, certains pourraient imaginer, ceux qui travaillent en direct avec les acteurs locaux ou qui ont une connaissance même de l'Afrique. Il ne faut pas s'imaginer ça. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement en Afrique francophone comme en Afrique francophone, il faut voir l'international. On a des investisseurs asiatiques, en Asie, on a des investisseurs européens qui s'intéressent aujourd'hui en Afrique. D'année en année, on a des records qui sont atteints en investissement, en capital investissement en Afrique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai intérêt. Mais le problème, c'est du coup la répartition de ces capitaux et le problème derrière la répartition de ces capitaux. Alors, pour commencer avec Tizen, je vais revenir du coup à Tizen, qui s'est un peu présenté tout à l'heure et qui a donné les éléments clés de son parcours que je pense sur lesquels on va revenir encore au fil des questions que nous aurons, sur lesquelles nous aurions à échanger. Alors, Tizen, j'aimerais que tu nous racontes, tu racontes à l'audience l'expérience que tu as vécue lorsqu'il a fallu aller chercher des investissements pour PaySika, la fintech que tu as cofondée avec Roger Nengo. D'accord. Je remercie pour la question. Peut-être pour les gens qui ne savent pas c'est quoi PaySika, en un mot, je peux résumer, c'est aujourd'hui, on l'a défini comme une néobanque. Donc, on permet aux gens de créer un compte bancaire de paiement en 2 minutes. Donc, de faire tout le processus d'onboarding, de créer le compte, obtenir instantanément une carte bancaire virtuelle avec la possibilité de demander la même carte bancaire physique. Et donc, on est quand même dans un domaine fintech où il faut énormément de fonds parce que c'est d'abord ça qui motive d'aller chercher de l'argent ou pas. On se demande, on est sur quel business et qu'est-ce qu'il faut pour le développer. Donc, avant de faire le levée de fonds
avant d'aller chercher des fonds, on avait d'abord reçu un financement de la part du BPI, c'était à peu près 20 000 euros. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez déjà l'avoir. Ça fait déjà une première. Euh, euh, Il y a peut-être un problème de connexion. Peut-être qu'on va faire un peu court, Steven. ouais, non, mais non, c'était pas. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait son micro ouvert. Donc, D'accord, ok. je disais, donc, premièrement, déjà, on Mhm. nous sommes rendus compte qu'en fait, Mais l'argent qu'on avait, c'était pas nécessaire pour développer notre activité. Et donc, on a commencé à aller chercher des fonds. La première étape, c'était de chercher des contacts, des investisseurs qui investissent en Afrique. Donc, ça, c'était extrêmement est-ce que difficile. tu peux rappeler dans quels sont les marchés que vous ciblez pour raconter un peu, pour expliquer votre positionnement en Afrique francophone, s'il te plaît? Euh, comme marché, c'est principalement des personnes non bancarisées. Donc, ça va être déjà PaySika, c'est dans la fintech, mais ce sont des personnes non bancarisées qui ont à minima un compte mobile money. Ça, c'est notre marché de façon globale. Donc, ce sont des personnes que nous visons. Euh, après, je ne sais pas si tu as envie que je rentre dans le détail de ce côté ou tu, quand tu parlais de Mhm. marché, oui, quand tu parlais de Oui, marché, c'était juste pour revenir, pour donner ce détail-là avant de continuer. d'accord, voilà, c'était vraiment Oui. des personnes parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de personnes qui ont des entreprises, et surtout dans le secteur informel, qui n'arrivent pas, par exemple, à sponsoriser une page Facebook. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas, par exemple, à jouer librement sur certaines plateformes de gaming. Il y a un tas d'exemples qu'on a constatés sur le terrain, simplement parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire. Le taux de bancarisation, il est assez faible. On est à moins de 20% en Afrique en général. Et donc, nous, en fait, ça va être ces personnes-là que l'on vise, des personnes qui rencontrent des difficultés à créer un compte et aujourd'hui sont à plus de 800 millions de personnes si on compte toute l'Afrique et 300 millions en Afrique francophone seulement, subsaharienne francophone. Donc, ça va être principalement des personnes que nous visons. Et selon nos premiers tests, qui étaient de septembre 2020 à février 2021, on a constaté qu'en fait, les 90% des personnes qui venaient, c'était des jeunes entre 18 et 35 ans, qui justement cherchaient à payer un article sur des sites e-commerce, à sponsoriser une page Facebook, à payer des diamants sur des plateformes de jeux vidéo, à faire du trading, etc. Donc, ils avaient vraiment besoin des cartes pour le faire, mais sauf qu'en fait, ouvrir un compte et obtenir une carte bancaire, c'est quelque chose toujours d'assez difficile. Ça prend énormément de temps et ça coûte excessivement cher. Alors que nous, en face, on propose une carte bancaire gratuite. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous raconter, nous parler du moment où il a fallu aller chercher des capitaux, comment cela s'est passé? Tu me disais que vous aviez rencontré quelques difficultés pour trouver les investisseurs, les convaincre. Est-ce que tu peux raconter du coup l'aventure que vous avez vécue dans votre recherche de financement? Alors, donc déjà, comme je disais, on est dans un secteur où il faut énormément d'argent. Pour ceux qui ont connaissance des néobanques, vous entendez souvent des gros montants. X néobanques, Revolut, l'année dernière, elle avait 500 millions. Enfin, on est quand même dans un secteur où il faut beaucoup d'argent parce qu'il y a des services, et il y a des charges assez énormes. Par exemple, pour offrir la carte bancaire gratuite, c'est quand même un peu, juste pour faire une petite parenthèse, c'est assez frustrant quand on arrive en France, on a une carte bancaire gratuite. Et quand j'arrive, par exemple, au Gabon, au Cameroun, etc., bah, au Gabon, la moyenne, c'est par exemple 30 000 la carte bancaire. C'est assez frustrant. Et c'est aussi assez frustrant de voir que lorsque j'utilise ma carte bancaire gabonaise, par exemple, on me prélève jusqu'à 35% des frais, alors que quand je suis en France, euh, ma carte, elle est gratuite. Et finalement, on se demande entre la France et le Gabon, par exemple, ou entre la France et le Cameroun, c'est quoi le pays, Super. qui est le pays développé? Est-ce que c'est le Gabon parce que, ou bien est-ce que c'est le Cameroun parce que les transactions sont très chères, ou bien est-ce que c'est la France parce que c'est moins cher? Donc, nous sommes rendus compte qu'en fait, ce que les startups, les néobanques font en France, c'est qu'ils préfinancent certaines charges, ce qui ne sont pas faits forcément localement. Et pour préfinancer ça, il faut énormément avoir d'argent.
Euh, donc, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il nous fallait de la trésor pour pouvoir offrir à chaque utilisateur des cartes bancaires gratuitement. On n'en avait pas à l'époque. Et D'accord. Ok. c'est de là que partie l'idée d'aller chercher des fonds. Ok, très bien. Et à partir de quel moment de la création de l'entreprise vous êtes allé chercher les fonds? Combien de temps après avoir lancé le projet? Nous avons lancé le projet, c'est 6 mois après. Après avoir lancé le projet, on avait déjà des résultats concrets. C'est très intéressant la question que tu poses parce que la plupart des personnes, la plupart des business angels et des fonds, quand on part les rencontrer, ils vont toujours demander qu'est-ce que vous avez déjà fait, en tout cas. Pour des personnes pour des personnes expérimentées, donc comment on appelle ça, des CEO qui sont très expérimentés, des fondateurs qui sont expérimentés, ils arrivent à lever des fonds sans avoir même créé le produit. Mais c'est parce qu'ils ont un gros réseau et ça va très vite. On a confiance à la personne a fait quelque chose, a créé une startup qui est devenue virale et tout le monde connaît. Là, c'est encore plus facile. On a confiance en vous, D'accord. mais lorsqu'on vient de démarrer et qu'on n'a jamais créé de startup pour pouvoir aller chercher des fonds, il faut forcément avoir déjà quelque chose. Il faut avoir une preuve de concept, comme on le dit dans le jargon, qu'il faut présenter avec des chiffres bien clés, qu'il faut Mhm. présenter à ces business angels-là pour qu'ils puissent au moins regarder votre dossier. Sinon, ils ne regardent pas. Mhm. D'accord. Ok, très bien. Et comment dire? Est-ce que ces fonds-là, en combien de temps vous les avez levés? Combien de temps il vous a fallu pour les trouver? Euh, Si j'arrondis, je vais dire en moyenne 1 an. D'accord. Mais après, il faut répartir le temps. Parce que, premièrement, on a passé 6 mois et peut-être même plus à trébucher. Parce qu'il fallait chercher dans le détail qui est intéressé par des startups, par des fintechs, qui a déjà investi dans une fintech, premièrement, et est-ce qu'ils sont intéressés par des projets. Moi, on tombait par exemple sur des gens qui sont intéressés par des projets comme les nôtres, mais qui n'investissaient pas pour l'Afrique. Ils nous disaient clairement, le projet, il est intéressant, vous avez des chiffres assez intéressants, mais par contre, nous, on n'investit pas en Afrique. Et donc, il fallait quand même faire ce gros travail-là qui nous a pris énormément de temps. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, on n'arrivait pas. Nous sommes passés par d'autres méthodes en intégrant des incubateurs, en signant des partenariats pour essayer d'avoir un certain réseau. Non, mais c'était donc il y avait vraiment une grosse période où il fallait chercher des contacts et pendant la même période aussi, ce qu'on a constaté, c'est que à un moment donné, on avait une première version de de nos pitchs, de notre documentation qui n'était pas assez fournie. Nous nous sommes rendus compte parce que quand on contactait, lorsqu'on parlait avec les investisseurs, on avait des retours où on savait que forcément à tel endroit ça ne marchait pas. Et donc pour résoudre ça, on a cherché des personnes un peu spécialisées à qui on demandait des retours. Et après, il y a, on demandait des retours, etc. Et on profitait aussi là-dedans pour voir est-ce qu'il y avait des investisseurs à l'intérieur, on gardait une bonne relation et on relançait. Donc, c'était vraiment une bonne période où on n'avait pas quelque chose, on n'avait pas des documents assez fournis, le pitch n'était pas bon, ça nous a vraiment retardé. Et quand on avait déjà des retours assez intéressants, ça a commencé à être positif. À toutes les personnes qu'on envoyait le dossier, le pitch deck, il y avait des retours assez intéressants. Et c'était la période où d'ailleurs on t'a rencontré. C'est là où on commençait déjà à avoir quand même des retours assez positifs. On disait, on envoyait un dossier à quelqu'un, au minimum on avait l'entretien, on avait au moins une présentation. Alors qu'avant, il fallait compter peut-être plus de 1000 messages qu'on avait envoyés. Sur les 1000, vous avez peut-être 10 réponses, quoi. C'est pas forcément facile. Donc, oui, Ouais. il y avait Donc, ça comme ça. c'est une technicité qu'il Exactement. vous a fallu maîtriser sur le tas en faisant les choses. Ouais, juste pour ajouter, par exemple, lorsqu'on cherchait on cherchait nos concurrents, ça peut Mhm. être aussi une technique parce qu'on est là pour ça aussi.
on cherchait des concurrents. Et dès qu'on cherche un concurrent, on essaie de regarder qui a investi à l'intérieur, directement ou indirectement. Et parfois, on n'avait pas des contacts. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah, il fallait trafiquer des adresses mail et essayer de mélanger, de trouver l'adresse mail de quelqu'un avec son nom et son prénom. Et donc, du coup, tu peux envoyer un mail, mais après, on te dit cette adresse mail ne passe pas. En même temps, tu t'attends à ça parce que tu sais que tu as trafiqué. Et parfois, ça passait. Donc, il y a les plateformes qui aident Mhm. pour ça. Tout ça, il fallait utiliser. Et oui, on a beaucoup perdu D'accord. du temps là-dessus. Je Et vois. Très c'est bien. après que Tout à l'heure, tu disais que vous avez rencontré des investisseurs qui vous ont dit que des projets comme le vôtre, normalement, ça fait partie de leurs intérêts, de leur secteur d'intérêt, mais qu'ils ne partaient pas en Afrique, ils ne partaient pas sur les marchés africains. ouais, Du coup, oui, j'aimerais c'est qu'on ça. prenne un peu, on prenne un peu de recul sur ce constat-là pour savoir s'il y a des caractéristiques propres aux écosystèmes francophones qui euh, qui freinent le rapprochement des investisseurs vers les entrepreneurs. Alors que les entrepreneurs, eux, sont en demande. Il y a aussi des éléments qui freinent leur rapprochement des investisseurs, mais on va en parler plus tard. Mais concernant les investisseurs, est-ce que tu penses qu'il y a des caractéristiques propres qui euh, les fait ne pas regarder du côté des... ou ne pas trouver assez de projets en Afrique francophone? Bah, je pense que les caractéristiques, oui, forcément, ils existent. Déjà, de façon générale, bon, toi, tu es en France depuis, tu sais que quand on parle de l'Afrique, on voit directement le risque. Voilà, de façon générale, hein. S'il faut dire sans interprétation, on voit directement le risque et sur tous les plans. En général, euh, après, même malgré le fait qu'on avait justifié que nous sommes une start-up française, mais on opère en Afrique, ça n'avait toujours pas joué. Donc, une fois que quelqu'un a vu Afrique, c'est pas tous, hein, heureusement, quand on a vu l'Afrique, ça ne passe pas. Mais je pense aussi que, et ça peut-être tu auras l'occasion d'expliquer, chaque investisseur a, a sa thèse d'investissement. Et dans sa thèse d'investissement, il y a forcément la localité. D'une part, moi, je peux faire moitié-moitié. D'une part, je pense qu'on était allé vers des personnes dont la thèse d'investissement ne correspondait pas forcément D'accord. avec notre projet. Voilà. Le Donc, filtrage des tout investisseurs, le savoir filtrage, comment bien l'identifier, ça a été assez compliqué. Les identifier, c'était exactement. compliqué. Quand vous arrivez, vous pensez que tous ceux qui investissent peuvent investir sur votre projet. Non, ça passe pas. Il y a des gens qui ont des informations, enfin, qui ont une thèse d'investissement bien claire et ils ne vont pas investir partout, par exemple. Euh, un autre constat aussi, c'est que, par exemple, si je reprends toujours le cas de la France, il y a des systèmes d'investissement aujourd'hui où l'État encourage les business angels à investir dans les startups. Mais ça, c'est par exemple seulement pour les startups françaises. Si quelqu'un qui est au Sénégal contacte un business angel qui investit dans PaySika, ne sachant pas que lui, il investit via un dispositif de l'État français, bah, lui, il va perdre du temps. Parce qu'on va lui dire Mhm, clairement qu'on peut pas investir. Et limite, il sera frustré alors que c'est parce qu'il n'a pas bien mhm. vérifié c'était quoi la thèse d'investissement. Il a D'accord, contacté juste quelqu'un qui était parce qu'il a pensé que c'est un investisseur. Voilà, donc il d'accord. y a ça. Mais après, à côté de ça, il y a vraiment toute la partie un peu l'Afrique sur le risque. On a peur. Les dispositifs liés au financement, donc à la due diligence, à l'encadrement juridique, à l'encadrement fiscal, de tout ce qui est levée de fonds, D'accord, euh, d'accord, l'equity, etc., c'est vraiment pas encore développé, c'est pas énormément développé en Afrique. Les notions de d'accord, business angel, etc., c'est vraiment pas encore d'accord. développé. Et du côté des entrepreneurs, est-ce que il n'y a pas très longtemps, tu abordais le sujet qu'on a énormément d'entrepreneurs en Afrique francophone, mais qui n'arrivent pas à passer à l'échelle parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès au financement, mais surtout parce que la notion du projet, les perspectives ne sont pas assez loin. Est-ce que tu peux parler de ça, de ce blocage qui fait qu'on a des entrepreneurs avec
potentiel, avec des projets à fort potentiel qui ne se rapprochent pas des investisseurs, quelle que soit leur localisation. Allô, désolé, Oui. j'ai eu une petite panne là. Donc oui, déjà, un constat, pour revenir un peu rapidement, c'était que lorsque nous, on était dans un incubateur à Toulouse, il y a un monsieur qui nous avait dit, lui, il avait fait un constat, il avait dit, de façon générale, quand je reçois des Africains entrepreneurs, leurs Mhm. projets ne sont pas forcément, comment dirais-je, euh, bien délimité. Mhm. C'est pas assez rêveur. Voilà, c'était ça le terme qu'il avait employé. C'était pas assez rêveur. Et donc, Mhm. et quand je reviens sur les réalités au niveau de l'Afrique, par exemple, je rencontre pas mal d'entrepreneurs. Ils ont des projets assez intéressants. Ils ont déjà même mis Mhm. le projet sur le marché. Mais par contre, quand on regarde en termes de chiffres, ça reste quand même, on est sur des chiffres assez restreints. Et ça aussi, souvent, les D'accord. business models, ils n'aiment pas. Vous avez un projet où vous pouvez faire un business plan au bout de la deuxième année, vous pouvez être, par exemple, je sais pas, dans les 100 milliards de francs CFA, un exemple. Mhm. Et en général, les entrepreneurs ici ils vont faire un business plan où ils sont peut-être seulement à 20 millions. Euh, D'accord, et je voilà. vois. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous montez, déjà, les investisseurs, ils investissent le négatif. Euh, En général, on va regarder un peu, euh, on regarde le business plan, on se dit, D'accord, ok. Mhm. qu'est-ce que, Je qu'est-ce vois. qui vous fait? Du coup, on a des entrepreneurs qui se limitent en fait dans la représentation de leurs besoins de financement et surtout dans ce que demande le développement de leur projet en termes de ressources financières. Et ça, je l'ai bien noté, j'aimerais qu'on revienne, qu'on parle aussi du fait que, parce que je l'observe aussi dans le secteur de l'investissement, qu'on a des entrepreneurs qui n'imaginent pas être en capacité de convaincre, d'attirer, d'intéresser des investisseurs. On a des entrepreneurs qui vont soit avoir des peurs aussi parce que faire entrer un investisseur dans le capital d'une entreprise, de son entreprise, c'est un engagement qui peut être compliqué à tenir et donc on a certaines peurs qui ne vont pas être qui ne vont pas être effacées en allant se renseigner, en allant poser des questions, mais qui vont être conservées. Et du coup, ce qui fait que on a certains entrepreneurs qui se demandent est-ce que mon projet il est finançable par les entrepreneurs, par les investisseurs, sans aller chercher la réponse à cette question. Et donc, et du coup, on a des entrepreneurs qui sont susceptibles de stagner parce que sans ressources, difficile d'avancer. J'aimerais aussi qu'on mette ce point-là là-dessus parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et je fais ce même constat-là sur plusieurs entrepreneurs venant qui opèrent en Afrique francophone et ou qui font partie de la diaspora et qui ciblent un marché en Afrique. Aujourd'hui, c'est du coup très important pour tout entrepreneur de ne pas s'empêcher de se poser des questions sur les moyens auxquels il peut prétendre pour obtenir les financements dont il a besoin. Parce que s'il a un projet, s'il a réussi à avoir quelques éléments qui expliquent pourquoi il poursuit ce projet, il devrait aussi pouvoir être en mesure, avec un bon accompagnement, avec les bons outils à sa disposition, de convaincre des investisseurs de le suivre dans son aventure. Donc ça, je pense que c'est un point aussi sur lequel on pourrait faire très attention et sur lequel on pourrait revenir dans quelques instants au moment de la partie des questions-réponses. Oui, Alors, juste pour moi, je suis totalement d'accord avec. Après, le projet, c'est le dirigeant qui a la vision de son projet. Il y a beaucoup qui se limitent un peu parce qu'on se dit, euh, oui, on essaie de faire un BP, on se rend compte on est déjà loin en termes de chiffres. On se dit, ah oui, est-ce qu'on va y arriver? Après, on essaie de bricoler pour ramener à un chiffre raisonnable.
raisonnable, pas selon les investisseurs, mais selon les Mhm. dirigeants. Et là, du coup, il peut y avoir un fossé parce que si vous venez, par exemple, vous prenez des business angels, vous lui dites que vous avez besoin de 20 millions, bah, il va vous dire, allez-y faire un prêt. N'allez pas faire une levée Mhm. de fonds, vous avez besoin de 20 millions de francs CFA. C'est très faible, par exemple. Mhm. Mhm. Et moi, j'ai croisé, par exemple, des dirigeants comme ça. Je sais demander, il veut faire une levée de fonds. Il dit, OK, d'accord, mais tu veux lever combien? 10 millions. Il dit, mais aucun investisseur ne va considérer un projet où tu parles de 10 millions. D'accord. C'est vraiment Donc, pas possible. Tu veux 10 millions, va dans une banque, va dans une microfinance et tu vas trouver 10 millions. ce Donc, il y a qui veut aussi cette dire que, en dimension-là fait, aussi du qui côté compte. des entrepreneurs, on a une difficulté à comprendre le monde de l'investissement, en fait, à On a une savoir difficulté. quelles sont les informations qu'il faut donner aux investisseurs, à savoir vraiment où trouver les investisseurs, comment les trouver, comment discuter avec eux, comment gérer la relation avec eux. Ce sont des notions sur lesquelles les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin de renforcement. Et pour venir à ce besoin de renforcement, j'ai envie qu'on parle un peu des incubateurs, des accélérateurs. Aujourd'hui, que tu as bien expérimenté, Steven, euh, ici en France et aussi dans certains pays d'Afrique comme le Gabon, comme le Cameroun, où tu as pu faire quelques tours. Est-ce que tu peux nous dire du côté des accélérateurs, des incubateurs, qu'est-ce qui est apporté aux entrepreneurs pour les aider dans leur préparation à la levée de fonds? Est-ce que tu as constaté des choses qui se font? Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui bougent quand même, où on voit des levées de fonds qui se font. Euh, Après, de façon générale, ce que moi j'ai constaté, c'est que les incubateurs aujourd'hui sont plus dans du coaching. Euh, Déjà, ne disposent pas d'un réseau énorme. Vous arrivez dans un incubateur, on va passer du temps à vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un manque de concret, c'est-à-dire voilà, vous venez, il manque cette brique-là de, on va dire, un réseau pour pouvoir aider. Les dossiers peuvent D'accord. être qualifiés, ça c'est intéressant. Mais par contre, il manque quand même ce côté où on va travailler, enfin, on va vous mettre en relation avec pas mal de business angels. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, les levées de fonds ne sont pas énormes. Et moi, j'ai vu des incubateurs se féliciter d'avoir fait toute une année les levées de fonds pour des montants assez faibles. Donc, Alors que quand on parle de passage à l'échelle, quand on parle de ça passage se à compte l'échelle, c'est souvent en centaines. en centaines de milliards, hein. On est d'accord si on Ça arrive. convertit si on convertit en francs CFA, bien sûr. Et donc, moi, je pense que il manque cette brique-là, cette brique réseau auprès des incubateurs africains. Et ça, vraiment, et aussi des spécialistes, bien sûr, dans l'analyse des dossiers, parce qu'il faut justement comprendre qu'en fait, on a besoin on a besoin des fonds et il faut aller les chercher. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les incubateurs encadrent les entreprises de telle sorte que on vous aide à devenir rapidement positif d'un point de vue du bilan. On vous aide à être Et, rapidement positif. Mais c'est pas toutes les et entreprises. ça, Quand on et crée une ça, startup, il faut comprendre que vous pouvez être positif même au bout de la cinquième année. Et d'accord. pour compenser tout ça, il faudra aller chercher des fonds. Mais c'est Et l'inverse, en fait, qu'on fait ici. le fait de permettre aux entreprises d'arriver au point positif où elles ont un résultat positif, où voilà, elles arrivent à survivre, ça c'est une très bonne étape parce que c'est la première étape du développement d'une entreprise, Bah, arriver au seuil de rentabilité. Et la question, du coup, c'est le après. Comment ça se passe quand on a dépassé ce seuil de rentabilité? Comment est-ce qu'on fait pour soutenir la croissance? Et c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher, du coup, énormément de capitaux auprès d'investisseurs, auprès d'institutions pour pouvoir développer son projet. exactement. Quand on arrive en Afrique, il y a énormément de preuves de concept, quand on les appelle, qui sont disponibles. On va vous dire euh, de, je vais prendre par exemple, c'est pas une entreprise qui fabrique des aliments pour vendre. Excuse-moi, Steven, on a Saïd Sako, notre deuxième intervenant, qui vient de nous rejoindre.
Donc, on va rapidement le laisser prendre la parole pour se présenter, pour Ouais. pouvoir commencer à intervenir dans l'échange. Donc, Saïd Sako, si tu es toujours avec nous, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Ouais, je suis là. Bonjour, Aube. Bonjour à tous. Désolé de mon retard. Bon, je suis à Dakar et j'avais compris, excusez-moi, 19h30 et je pensais que c'était 19h30 heure de Dakar. Donc, j'étais toujours en train de bosser là et jusqu'à ce que je reçoive ton message, Aube. Donc, désolé à tout le monde et puis ravi d'être là. Donc, je m'appelle Saïd Sako. Je suis directeur d'investissement d'un programme du USAID au Sénégal qui s'appelle USAID Entrepreneuriat et Investissement. C'est un programme qui est axé sur le développement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais avec trois composantes: renforcement des capacités, accès au capital et amélioration des synergies entre les différents acteurs. Avant de rejoindre USAID Entrepreneuriat et Investissement, j'étais alors responsable de portefeuille pour la DER, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. C'est une agence de public du gouvernement sénégalais qui est spécialisée dans le financement des entrepreneurs sénégalais. Early stage, sinon très, très early stage, je ne sais même pas comment le qualifier, parce que ce sont des montants qui parfois avoisinent 2 millions de francs CFA, donc seulement 3 000 euros et un peu plus. J'ai fait 3 ans là-bas et avant ça, j'ai travaillé dans l'investment banking pendant 5 ans. Donc, presque 10 ans d'expérience dans le métier de la finance, depuis le conseil financier en passant par de la dette et aujourd'hui dans le développement. Ravi d'être là et puis j'espère que tout ce que je dirai va participer à aider certaines personnes qui sont là. Merci Super, beaucoup. merci pour ta présentation, Saïd. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour pouvoir poser une question à notre intervenant qui vient de nous rejoindre, on va rappeler la thématique aujourd'hui qui est le rapprochement entre investisseurs et entrepreneurs d'Afrique francophone et de la diaspora. Et au tout début, on faisait le parallèle entre les écosystèmes anglophones et avec ces quatre géants et les écosystèmes francophones qui aujourd'hui peinent à capter du financement. Et du coup, on se pose la question, quel est le problème? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que les écosystèmes d'Afrique francophone ne captent pas assez de financement? Quelle amélioration il faut apporter? Et surtout, comment rapprocher le public des entrepreneurs et des investisseurs d'Afrique francophone et de la diaspora? Et donc, Steven avait intervenu sur la question que je m'apprête à te poser, mais c'est une question très importante, du coup, on va revenir là-dessus. J'aimerais qu'ensemble, on prenne un peu de recul. Saïd, tu viens de dire que tu as 10 années d'expérience dans le secteur du financement, surtout aussi très proche des écosystèmes start-up et PME. Est-ce que selon toi, il y a des caractéristiques propres aux écosystèmes francophones qui limitent la capacité des acteurs, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs ou bien même les entrepreneurs eux-mêmes à se rapprocher des investisseurs intéressés par l'Afrique? Selon toi, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui créent ce gap-là entre les écosystèmes francophones et ceux d'Afrique anglophone? Écoute, merci Aube pour cette question. C'est une question difficile d'ailleurs parce que j'essaie d'y répondre en ne décrédibilisant pas forcément nos écosystèmes parce qu'il y a quand même de belles choses qui sont faites dans nos écosystèmes aujourd'hui et qu'il ne faut pas forcément balayer du revers de la main en disant c'est à cause de tout ça qu'on n'a pas levé des fonds, si je peux le dire de façon très simple. Ce qui arrive aujourd'hui, et je commencerai par là, c'est qu'on est quand même assez loin des écosystèmes, pas forcément des écosystèmes anglophones, mais des autres écosystèmes. Je dirais ça comme ça. Des autres écosystèmes parce qu'aujourd'hui, on peine à avoir un écosystème euh, qui a une certaine synergie. Pas parce qu'il n'y a pas forcément des acteurs, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, mais les acteurs font parfois les mêmes choses. Et parfois, en faisant les mêmes choses aujourd'hui, n'arrivent pas forcément à trouver la bonne façon d'aller appuyer les entrepreneurs. Au-delà de cet aspect où on a plusieurs acteurs qui font les mêmes choses, il y a certes une volonté de l'État de pouvoir participer à l'évolution de cet écosystème ou de ces écosystèmes-là, mais ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Donc, d'un pays à un autre, ça va différer. Tu vas entendre
qu'en Afrique francophone, au Sénégal, c'est un écosystème qui tend à bouger aujourd'hui, qui attire un certain type d'entrepreneurs. Pareil pour la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays vont être en reste. Et en même temps, ces écosystèmes-là sont en train de se développer, certes, mais sont très, très loin d'autres écosystèmes qui sont des systèmes anglophones qui sont juste à côté. Prenons le cas du Ghana, du Nigeria et tout ça, qui sont très loin. Donc, en termes de caractéristiques aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il y a des caractéristiques intrinsèques à nos écosystèmes qui les rendent moins attrayants, mais c'est clair aujourd'hui qu'il y a des efforts à faire. Des efforts à faire sur le nombre même de personnes qui accompagnent aujourd'hui. Quand je dis le nombre de personnes, je suis en train de parler du nombre de structures. Mais le nombre de structures, c'est bien, mais il faut une qualité dans le type d'accompagnement. La qualité va nous permettre aujourd'hui de faire sortir des pépites. Donc, les incubateurs qui ont des compétences, qui sont bien formés eux-mêmes en interne et donc qui peuvent aujourd'hui octroyer des services qui sont des services de qualité. Mais ce qui arrive, en fait, quand je prends le cas spécifique des incubateurs, par exemple, c'est qu'en termes de business model même, on est très loin d'avoir des business models viables. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des entrepreneurs qui ont la capacité de payer, forcément parce qu'ils sont early stage. On est toujours obligé d'attendre l'argent du bailleur, si je peux dire ça comme ça, pour financer, ou l'argent des projets pour financer et pour qu'on ait des entreprises qui se développent. Donc, on arrive aujourd'hui à un écosystème où on a des incubateurs qui n'ont pas de business model ou bien qui ont des business models qui ne sont pas viables et donc forcément qui sont obligés d'attendre et qui ne peuvent pas donner des formations et qui ne peuvent pas monter en compétences. Ça, c'est le cas des incubateurs, mais tu vas aller prendre. Moi, je prends toutes les structures d'accompagnement, ça peut commencer par des incubateurs, mais on a aussi les cabinets de conseil qui n'arrivent pas aujourd'hui forcément à s'adapter au marché parce qu'ils continuent à taxer entre 20 000 et 65 000 euros pour aller accompagner une entreprise. Qui fait ça? Qui paye ça? Quelle entreprise early stage paye ça? Ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir. Donc, il y a une certaine dichotomie. Bon, ce n'est pas forcément une dichotomie, mais je veux dire, c'est une asymétrie d'information, une asymétrie de, euh, de, de, je sais pas, d'accompagnement de qu'il y a. profil, de Voilà, c'est business ça. model. Exactement, de business model qu'il y a entre l'entrepreneur lui-même et l'incubateur. Donc, de fait, on a peu d'entreprises qui arrivent à un certain niveau. Et donc, en réalité, si tu n'as pas d'entreprise qui arrive à ce niveau-là, tu n'as forcément pas d'investisseurs qui arrivent aujourd'hui. Tu vois. Et donc, D'accord. le principal problème qu'on a aujourd'hui, et je pense qu'on en a parlé, toi et moi, une fois, et c'est bien que Citizen soit là, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des entreprises qui sont prêtes entre guillemets, à l'investissement. Prêtes à l'investissement parce que depuis le début, elles ont su construire quelque chose qui leur permet aujourd'hui d'intéresser les investisseurs. Donc, on a beau parler d'écosystème, des structures d'accompagnement et tout ça, mais la finalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour l'investisseur. Lui, il doit être intéressé par quelque chose. Il doit être intéressé par les entreprises, par les secteurs d'activité, par le marché, par comment on vend le pays. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'investisseur, il arrive et il se dit, moi, je vais aller investir dans tel secteur d'activité parce que c'est un secteur d'activité porteur. Donc, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne la stratégie de vente de nos pays, si je peux dire ça ainsi, de nos secteurs d'activité. Donc, essayer de les faire mieux comprendre. Excusez-moi, il y a mon fils qui n'arrive pas à comprendre que je suis en webinaire, donc il s'amuse ici à côté. Mais donc, si vous entendez, désolé. En gros, c'est ça. Donc, entre guillemets, donc Très bien. il faut savoir vendre nos entreprises et il faut des structures d'accompagnement qui montent en compétences aujourd'hui. Il faut quand même des investisseurs qui comprennent qu'ils ne vont pas venir trouver des entreprises comme il en existe ailleurs en Europe ou en Occident ou en Amérique. Il faut que eux aussi, elles aussi, ou ces entreprises-là, donc c'est également des fonds d'investissement, mais des structures d'accompagnement financier, elles aussi, puissent avoir des critères qui arrivent à toucher aujourd'hui le Greenfield et essayer de prendre plus de risques avec des LPs qui également acceptent de prendre du risque. On va peut-être utiliser des termes pour les non-initiés. Tu as dit LP tout à l'heure, Limited Partner. On va peut-être expliquer ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, désolé. Donc, on Ouais. va dire de façon terre à terre, les limited partners, ce sont les fonds. Les fonds, ce sont ceux qui financent les fonds qui financent dans des startups. Donc, les fonds eux-mêmes ont des managers, on va dire, des responsables, si on veut dire des directeurs qui doivent rendre des comptes. Et ensuite, tout à l'heure, tu avais dit un autre thème, Saïd.
Oui, je ne sais plus lequel j'avais dit Tu... tout à l'heure. Bon, ok, donc Peut-être ta qu'il va revenir signification après. va. Donc, comme je parlais, je pense qu'il Exactement. va Donc, on va revenir. utiliser des termes pour les, Ouais, bon, je vais pour tout le essayer monde. au maximum d'utiliser des termes qui sont des termes qui passent plus facilement. Donc, j'étais en train de parler des LPIS. Donc, en fin de compte, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que simplement pour moi, il s'agit d'accompagner pardon, les écosystèmes de sorte à ce Mhm, qu'ils puissent grandir un peu. Et cet mhm, accompagnement, ce n'est pas lié forcément à des caractéristiques intrinsèques, mais ça veut dire mhm. qu'aujourd'hui, il y a des besoins encore de monter en compétences pour D'accord. qu'on puisse intéresser un peu plus les investisseurs. OK. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a un réservoir de talent qui est, voilà, qui a alimenté, qui a à grandir, qui est à étendre, mais on a déjà quelques entrepreneurs sur le terrain qui ont des innovations, qui portent des innovations, euh, qui connaissent vraiment les besoins des populations locales et du coup sont en mesure de proposer des solutions qui vont parfois être à une petite mesure, hein, à une petite échelle, mais qui sont capables d'aller attaquer d'autres marchés. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, elles n'ont pas les ressources qu'il faut pour aller trouver les investisseurs, ou en tout cas, il y a des éléments qui manquent pour les aider à aller trouver des investisseurs. Elles sont déjà là. Selon toi, est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur d'Afrique francophone qui explique ce contraste-là chez les entrepreneurs avec un bon potentiel, mais qui n'arrivent pas à aller trouver des investisseurs. Non, il n'y a pas forcément de profil type d'entrepreneur africain. Il n'y a même pas de profil type d'entrepreneur pour moi. Il y a juste des entrepreneurs à des niveaux différents. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Maintenant, après, comme j'étais en train de dire tantôt, cette capacité aujourd'hui, on a des investisseurs qui sont locaux, hein, qui sont là, qui existent, mais qui n'ont pas forcément aujourd'hui la capacité d'aller financer à un certain niveau. Donc, en gros, il y en a certains qui vont s'arrêter sur des tickets qui sont des tickets qui ne sont pas très élevés, parce que les Mhm. marchés, même aujourd'hui, ne peuvent pas absorber ces tickets très élevés. Et il y en a d'autres qui vont aller sur des tickets qui sont beaucoup plus grands, donc Mhm. que le marché ne puisse absorber aujourd'hui, et donc ne pourront même pas aujourd'hui aller financer ceux qui sont là parce ils ne peuvent pas investir dans ces sociétés-là. Et ce qui manque en Super. réalité, c'est ce middle missing là. C'est comme ça que je vais l'appeler. Cette partie manque, ce milieu-là qui manque, qui fait aujourd'hui qu'on a peut-être certaines pépites qui n'arrivent pas à aller lever des fonds. Pourquoi? Parce que il n'existe pas forcément ce venture capitaliste-là en masse qui est là sur le Donc, continent et qui peut aujourd'hui aller financer. Et ceux qui ce sont ailleurs, c'est pas de venture, leur faute. Il faut qu'ils comprennent nos écosystèmes, il faut qu'ils comprennent nos pays. Donc aujourd'hui, moi, je me verrais mal en train, même, je prends pour parler en profane, ce serait difficile, moi, de te donner de l'argent aujourd'hui pour lancer un business de vente de pagnes tissées en France, quand je sais qu'aujourd'hui, moi, je sais, bon, quand je ne sais pas du tout que les personnes qui portent du pagne tissé, parce que quand je me balade à Paris, je ne vois jamais personne en pagne tissé. Sinon, ceux que je vois en pagne tissé ne sont pas originaires de là-bas. Donc, si moi, je te donne de l'argent pour aller faire du pagne tissé à Paris, en réalité, c'est perdre mon argent. Il faut que tu arrives à me faire comprendre à moi qu'il y a un marché pour ce pagne tissé-là et que c'est une entreprise qui pourrait être éventuellement fluorescente. Mais tu ne peux pas le faire tout seul parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les capacités à toi d'aller vendre ton produit partout. Il faut que l'État t'accompagne, il faut que d'autres structures t'accompagnent à pouvoir vendre, euh, à faire comprendre qu'il y a un marché qui existe et que ce marché-là, il bouge, entre guillemets, aujourd'hui. d'accord. Et c'est ce qui Très permettrait bien. peut-être à d'autres investisseurs de venir, en plus de ceux qui sont là. Donc, retenons qu'il y a un missing middle, donc qui est là, qui est pendant, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à lever et qu'également, il y a toujours ce problème-là, qui est un problème de mettre en avant les compétences de nos entrepreneurs locaux, mais les Mhm. compétences même de nos écosystèmes et de nos marchés qui permettra à plus d'investisseurs de venir. Très bien. On se rapproche un peu de la fin de notre entretien. On va bientôt passer à la partie questions-réponses. Et j'ai envie de relever une question qu'on a reçue avant de passer à la partie questions-réponses et de laisser les gens ouvrir leur micro.
Alors, la question, c'est qui des plateformes de crowdfunding avec les levées de fonds plus importantes, qui des plateformes comme Afriquity. Donc, pour répondre à la question, et je pense que Saïd et Cizène auront sûrement une réponse à donner, il faut expliquer qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle investisseurs. Ici, de quel investisseur nous parlons? Euh, l'investisseur dont nous parlons, c'est le capital investisseur, c'est-à-dire celui qui accepte de mettre du cash dans le capital d'une entreprise et donc qui accepte de prendre les risques aux côtés des entrepreneurs. Donc, il ne s'agit pas d'investisseurs traditionnels tels que les banques. Et il faut faire la différence entre ce type d'investisseur-là et le crowdfunding qui est le financement par la foule. Le financement par la foule, ça veut dire que vous ouvrez une cagnotte qui est structurée de façon juridique et qui permet à plusieurs particuliers de vous remettre de l'argent, mais le mode d'investissement entre les deux et la façon dont la relation est gérée avec les investisseurs que vous avez, les particuliers investisseurs que vous avez en crowdfunding ne sont pas du tout les mêmes. Donc, qui des plateformes de crowdfunding avec les levées de fonds plus importantes, il faut savoir qu'il y a des stades auxquels le crowdfunding peut être plus adapté et des stades où il va falloir aller chercher des investisseurs avec peut-être un peu plus de sûreté, où on va aller vraiment trouver les capitaux très, très importants pour développer son projet. Donc, il n'y en a pas un. Le crowdfunding n'est pas plus important que la levée de fonds. Il va être intéressant selon les stades des projets. Dans le crowdfunding, très peu de structures dans l'énergie, par exemple, qui demandent de gros investissements vont pouvoir obtenir du financement venant de particuliers, venant d'une foule, parce que ça peut être des montants très, très importants que des personnes particulières ne peuvent pas vous apporter. Mais il y a des types de montants qui peuvent être apportés. Ça peut être des centaines de milliers d'euros, ça peut être des dizaines de milliers d'euros qui peuvent être apportés aux entrepreneurs selon leur phase de développement, qui peuvent être adaptés du coup aux entreprises. Pour ce qui est de Afriquity, je ne suis pas une spécialiste de Afriquity. Peut-être que quelqu'un ici pourra en parler rapidement, mais je vais laisser la parole ici à Saïd Sako et Cizène pour nous parler du crowdfunding et de l'investissement que font les capitales investisseurs. Ok, bon, je n'ai peut-être pas très bien cerné la question, mais je comprends que je dois parler un peu de crowdfunding et de parler de l'investissement en capital, c'est ça? Oui, la question, en fait, la personne demande qu'est-ce qui est important, plus important entre le crowdfunding et le capital investissement. Ah, en termes d'importance, excuse-moi, mais je ne sais pas. Voilà, l'importance n'est pas, Moi, la nature de l'importance n'est pas expliquée. Ouais, bon. Écoute, Suzanne, tu avais envie de répondre? oui, moi, je pense que Aube a déjà a fait une très bonne introduction en présentant un peu la différence entre les deux. Déjà, vu qu'aujourd'hui, on parle des levées de fonds donc en equity, je pense que pourquoi c'est intéressant de faire pour moi, entre les deux, je choisirais plus, par exemple, le lever de fonds en equity que du crowdfunding, simplement parce que quand on parle lever de fonds auprès des business angels, en général, c'est des personnes expérimentées de notre secteur. Donc, après, on est épaulé, comme Ob l'a dit, on est épaulé par eux. Il y a la possibilité qu'ils rentrent dans le comité stratégique. Et ça reste toujours assez intéressant pour une entreprise, ce qu'on n'a pas forcément lorsqu'on fait du crowdfunding. Et aussi, c'est pareil, hein, sur les montants ne sont pas les mêmes. Sur la levée de fonds classique, on a, on a des échelles, donc ça va être du précis, du CID, de la série A, B, C, D, etc. Et au fur et à mesure qu'on augmente en fonction des besoins, ça va changer, ça va évoluer. Et donc, c'est pas forcément du tout les mêmes conceptions que ce que si on faisait du crowdfunding. Euh, En général, donc voilà, je n'ai pas une très grosse expérience sur le crowdfunding. J'en ai vu quelques exemples. C'était plus sur des projets sociaux où on a envie de défendre une cause et on cherche de l'argent pour y arriver. Après, il y a des plateformes aussi qui se développent de plus en plus pour accompagner des gros projets. Mais voilà, mais l'avantage pour moi, je pense que faire entrer des business angels, faire entrer des fonds, des VC,
Ça peut permettre aussi d'avoir dans son comité stratégique des personnes expérimentées qui nous accompagnent au quotidien et à qui on peut demander à chaque fois des conseils et autres. Ok, merci beaucoup, Stizen. Moi, j'ai envie de renchérir. Merci pour ça, c'est super. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver quand même à faire la différence entre le crowdfunding et l'investissement en capital. Cette différence-là, elle n'est pas... J'ai envie de dire que c'est une nuance qui est importante à préciser. En termes de définition aujourd'hui, quand on a une plateforme de crowdfunding, je pense que le terme dit tout crowdfunding, c'est financement participatif. Et il y a deux types de business models en général dans le financement participatif. Soit on met en place de crowdfunding, la plateforme de crowdfunding qui est justement comme étant juste une plateforme intermédiaire, donc une plateforme, disons, de facilitation. Ce qu'on va aller faire derrière, c'est que les responsables de cette plateforme-là, qui vont être, entre guillemets, dans ce cas-là, des gestionnaires de fonds, vont aller, eux, lever des fonds auprès de personnes lambda. Ça peut être moi aujourd'hui, ça peut être Hope, ça peut être Citizen, qui ont de l'épargne et aujourd'hui qui ont envie on va dire, faire fructifier cette épargne et de multiplier. Donc, vont aller chercher cet argent-là et le mettre, faciliter l'entrée en capital de ces personnes-là dans des entreprises qui vont être sur la plateforme. Donc, je prends un exemple simple, parce que ça commence à être compliqué l'explication. C'est qu'on a une entreprise aujourd'hui qui s'appelle Saïd Sako. Cette entreprise-là est sur une plateforme de crowdfunding qui va s'appeler aujourd'hui Aube. Donc, Aube, à sa plateforme, à la plateforme, elle va aller chez Stizen, dire à Stizen, Stizen, moi j'ai une entreprise qui est sur ma plateforme Aube qui s'appelle Saïd Sako et qui est bien, qui peut te faire par exemple gagner 15% de ta mise si tu mettrais, si tu mets 2000 euros là-dedans, à la fin de l'année, tu pourrais peut-être avoir 2015 euros. Et au bout des 5 ans, avoir je ne sais pas combien. Donc, en gros, aujourd'hui, ce que Hope va faire, c'est que Hope va utiliser cet argent-là, ces 2000 euros-là, et va demander, ça va être un pacte d'actionnaires qui est fait simplement, c'est-à-dire, Citizen va investir directement dans la société Saïd Sako. Ça, c'est le premier Exactement. business model. Le deuxième business model, c'est que Aube, à travers la plateforme aujourd'hui, va créer un véhicule. Je ne veux pas que ça soit trop technique, mais le véhicule, c'est un genre pardon, de société aujourd'hui qui va accueillir de l'argent de plusieurs investisseurs. Donc, va accueillir l'argent de Jean-Baptiste qui est là, va accueillir l'argent aujourd'hui de Mary qui est là, va accueillir tout cet argent-là dans un véhicule et va s'occuper va prendre ce véhicule-là, elle va être gestionnaire de ce véhicule-là et va faire les investissements au nom du véhicule. Donc, va prendre de l'argent. Donc, pourra prendre de l'argent de Jean-Baptiste, de Mary et tout ça, mettre dans la même entreprise. Mais le seul point pour elle, c'est qu'elle, après, elle doit rendre des comptes à Jean-Baptiste, à Mary et pouvoir leur dire que derrière, votre argent a servi à faire tant, mais a permis de pouvoir vous donner un taux de rentabilité de 15%. Donc, c'est les deux business models qu'on a en général dans une plateforme de crowdfunding. On a le direct, donc, qui permet aux personnes qui épargnent de financer directement et d'avoir un véhicule, lui, qui est géré par la plateforme ou par des gens qui sont associés à la plateforme et qui permettent de faire des investissements. Et ce deuxième modèle-là est un modèle qui est un peu, qui est très, très, on va dire, très proche de celui des fonds d'investissement aujourd'hui. Un fonds d'investissement, en réalité, on dit fonds en général, mais c'est une société d'investissement qui a plusieurs fonds à l'intérieur. Donc, la société va être présente, qui est une société qui a un directeur général, une société anonyme avec tout ça, et derrière, qui va créer des fonds. Donc, des fonds qui vont être des véhicules dans lesquels des investisseurs avertis, les LPs dont on parlait tout à l'heure, vont mettre de l'argent et qui va servir à aller financer des entreprises que la société d'investissement, elle, va trouver rentable et qui pourra en fait aujourd'hui permettre de rentabiliser les fonds qui ont été mis par les investisseurs. Donc, assez technique, un peu compliqué à expliquer aujourd'hui pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai du mal à utiliser des mots qui sont des mots simples. Excusez-moi pour cela. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la pratique,
une plateforme de crowdfunding et un fonds d'investissement sont différents, mais dans la pratique, en réalité, aujourd'hui, ça reste de l'investissement quand même, soit en capital. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même des plateformes de crowdlending qui vont faire de la dette et le modèle est comme le modèle des banques que je pense que plusieurs personnes connaissent aujourd'hui et qui est très facile à comprendre. Entre guillemets, de façon D'accord, à te très bien. ramasser, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ok. On va laisser la parole aux participants. On a, alors, on a quelqu'un qui a posé une question Je ne tout sais à pas si l'heure. je peux intervenir juste avant Oui, de laisser la parole. oui, bien sûr, D'accord, Jean-Baptiste. très bien. Je vous remercie. Par contre, il y a quelqu'un qui doit annoncer si la personne peut. Ouh là là. Joseph Patrick, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ok, parfait. Je vous remercie pour les différentes réponses. Alors, quid, c'est plus dans le sens de qu'en est-il? Je voulais rebondir sur ce qui avait été dit par le premier intervenant, Steven. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, moi, je connais pas vraiment l'écosystème africain, je veux dire, de manière globale. Euh, Tout à l'heure, tu disais que c'était difficile de trouver un investisseur pour 10 millions, 20 millions, 50 millions de francs CFA. D'où ma question. Euh, euh, Il y a un problème de Oui, connexion, il me pareil. semble. Ouais, je Peut-être n'entends pas. entre l'entre-deux, la classique de faire la 5-2. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, on t'entend mieux. Ok. On vous entend mieux. C'est bon. Donc, je vais faire très simple, hein. Le crowdfunding, est-ce que dans cet écosystème africain-là, ça ne peut pas être l'entre-deux entre l'investisseur classique et le prêt? Au lieu d'aller soit vers un investisseur du dilutif ou soit vers un prêt, donc de l'endettement, est-ce qu'on ne peut pas avoir cet entre-deux qui serait les plateformes de crowdfunding comme on connaît dans les écosystèmes francophones, européens, occidentaux de manière générale? Où on peut lever soit des petites sommes, voire des très grosses sommes, hein. On a l'habitude de voir même des 100 000, des 200 000 sur des plateformes de crowdfunding. Est-ce que Euro? justement, ça ne serait pas l'occasion, bien sûr, sur Bluebees D'accord, par exemple, bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment différents types de plateformes de crowdfunding, hein. d'accord, Alors, je d'accord, sais très bien. qu'on fonctionne beaucoup avec Ulule ici en Ah, je crois que là, le réseau de France. Jean-Baptiste a un petit problème. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à répondre à la question parce Sur qu'on a Kickstarter, compris une il y a bonne vraiment partie. de l'argent. On a quand même compris une bonne partie de la question de Jean-Baptiste. Peut-être qu'on y reviendra rapidement quand tu seras de nouveau avec nous. Mais là, la réponse qu'on donnait tout à l'heure à Jean-Baptiste, c'était, Steven, c'était à toi qui posais la question. Du coup, je vais commencer et peut-être qu'il reviendra en quelques temps et puis tu pourras continuer pour répondre directement. La question de est-ce que les plateformes de crowdfunding peuvent être des entre-deux, ne peut pas résoudre des besoins de financement qu'ont les entrepreneurs? Si. Et c'est bien parce que tout à l'heure, il parlait des montants comme 100 000, 200 000, 300 000 euros. Des entrepreneurs arrivent à lever ces montants-là. Voilà, c'est assez particulier. Il faut trouver énormément de monde ou en tout cas des investisseurs. On se rapproche presque même d'une levée de fonds, mais avec une façon de gérer assez différente, une façon d'atteindre le résultat qui est assez différente parce qu'on parle on parle beaucoup de communication et comme Steven le disait tout à l'heure, pour les projets à impact, c'est assez facile d'aller toucher des gens qui vont investir dans un projet, mais pour d'autres projets, c'est très compliqué. Qui ont des caractéristiques bien différentes, c'est très compliqué d'aller demander à des particuliers d'investir dans leur projet, Alors que de l'autre côté, on a les métiers du capital investissement, comme Saïd disait tout à l'heure, qui sont des sociétés. Donc, leur travail, c'est d'investir dans les entreprises, c'est de supporter le risque qu'ont les entreprises. À ces entrepreneurs, ces acteurs-là, eux, ils sont en mesure de répondre à des besoins qui vont vraiment souvent au-delà des sommes qui sont possibles à lever en allant recourir à des investisseurs particuliers pour répondre à la question. Donc, il s'agit de deux types d'investissements qui adressent le même
les mêmes entreprises, les mêmes besoins, qui vont aider les mêmes entreprises, les mêmes besoins, mais à des niveaux, à des besoins d'investissement qui sont différents et avec des caractéristiques de projets qui sont différents parce que un projet, je donne un exemple, dans le nucléaire, par exemple, qui n'est pas très en vogue aujourd'hui et qui n'intéresse pas, qui ne va pas toucher des particuliers, il va être très difficile à trouver du financement via une plateforme de crowdfunding. Alors que c'est un projet dans le nucléaire avec des explications, des notions particulières. Donc, c'est un exemple vraiment banal que je vous donne. Je n'encourage personne à aller entreprendre dans le nucléaire. Mais pour un projet dans le nucléaire, par exemple, qui va aller parler à des gens dont c'est le métier, ces gens-là, ils vont essayer de comprendre, parce que c'est leur métier, pourquoi vous voulez lancer ce projet, et ils vont du coup pouvoir vous donner une réponse adaptée à votre situation. Ça peut être aussi les projets d'impact aussi intéressent les capitaux investisseurs. Là n'est pas la question. Mais il y a certains projets comme les projets voilà, qui n'intéressent pas directement les particuliers, qui ne vont pas être en mesure de lever des fonds, de trouver du financement via des plateformes de crowdfunding, alors que les investisseurs, c'est leur métier et ils peuvent s'engager sur des sommes très conséquentes. Ils peuvent vous aider et supporter le risque que vous prenez en tant qu'entrepreneur avec vous. Donc, Jean-Baptiste n'est toujours pas là. Donc, Steven, tu veux peut-être rajouter quelque chose avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre. Vous pouvez lever la main si Ah, je vous crois qu'il est voulez revenu. poser une question. D'accord. J'écoute, mon réseau n'est pas très bon, mais j'écoute. D'accord. Donc, Steven, tu veux répondre à la question? Oui, je pense que tu l'as très bien résumé, hein. Bon, sa question, c'était déjà de savoir est-ce que le crowdfunding serait pas une alternative pour ces montants? Oui, c'est sûr que si on veut lever des fonds pour des petits montants, ça peut être une alternative. Mais après, ça dépend aussi. Quand on parle des plateformes, on a par exemple, on va dire, il y a des plateformes qui n'acceptent pas certains types de projets. Euh, Vous allez soumettre un projet et ils vont vous dire que voilà, nous ne pouvons pas le recevoir. On a eu ce cas. Tout à l'heure, j'ai dit, je n'ai jamais eu une expérience là-dessus, mais non. En fait, on l'a fait un peu avec PCK au tout début parce qu'on avait vraiment besoin d'argent et on cherchait ça en toute urgence. Et après, et donc du coup, excusez-moi, il y a juste le chien qui dérange. Euh, je sais pas si, j'espère que ça va passer. Donc du coup, au début, on cherchait à lever des fonds pour couvrir rapidement nos charges. Mais nous nous sommes rendus compte que aller demander aux gens, parce que la relation avec les investisseurs, ça ne se limite pas juste avec l'argent. Il faut faire des updates, etc. Donc, si vous avez du crowdfunding et que vous avez, par exemple, je ne sais pas combien de personnes qui ont mis des petites sommes, etc., il faudra aussi gérer la relation avec eux. Ça, c'est un autre problème encore que j'épargne, parce que c'est très compliqué pour gérer tout ça. Donc, on avait fait une petite campagne où, mais bon, le chiffre, c'était 9 000 D'accord. euros. C'était vraiment rien. Mais moi, je pense que ça peut être une alternative. Si vous, le projet correspond bien à la plateforme en question, parce que dans tous les cas, on parle toujours de thèse d'investissement, que ce soit pour le crowdfunding, que ce soit pour les investisseurs, il y a toujours une thématique. Sur la plateforme, on va vous dire, on finance tel type de projet avec telle caractéristique. Et si ça ne correspond pas, vous n'allez jamais soumettre votre projet sur la plateforme. Mais oui, ça peut être des alternatives. Et il y en a pas mal d'autres, Et les oui, banques, les ouais. microfinances. Mais aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus sur comment attirer les business angels parce qu'à notre sens, c'est la partie où on peut vraiment avoir énormément des Le fonds, soutien financier. de soutien financier, mais aussi technique parce qu'ils sont là au quotidien, ils prennent du risque. C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle prendre du risque? C'est aider l'entrepreneur dans la gestion quotidienne de son entreprise, c'est lui apporter des conseils. Ça fait partie du métier des investisseurs que vous Ouais. allez avoir du mal à trouver auprès des particuliers investisseurs dont ce n'est pas le métier, par exemple. Alors, je vais revenir. On a personne d'autre qui lève la main et Saïd et Jean-Baptiste n'est plus avec nous. Donc, je vais revenir à toi, Saïd, pour te poser une question sur la communication qu'il y a aujourd'hui entre les entrepreneurs et les investisseurs. Parce qu'on parle aujourd'hui de rapprochement. Et quand on dit rapprochement, on parle d'échange, on parle de partage, de communication. Pour toi, est-ce qu'il y a un déséquilibre dans la façon dont les deux publics communiquent et qui font et si oui, quels sont ces éléments-là? Qu'est-ce qui explique
ce gap dans la communication entre les deux publics? Merci beaucoup pour la question, Aube. Bon, déséquilibre, je ne sais pas si tu sais, bon, moi j'ai peur des mots parce qu'après on me les rabâche, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on se rend bien compte que il faut que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des entreprises qui souhaitent lever des fonds, comprennent mieux le processus de levée de fonds. Je pense que Siden, je ne sais pas s'il en a parlé à l'entame de son discours ou pas. En général, surtout quand tu es très technique et que tu as la possibilité de créer une plateforme, tu as compris c'est quoi le problème du marché que tu as envie de résoudre. Pour toi, ta solution elle va fonctionner. Donc, tu oublies le fait que derrière, même quand que la solution fonctionne ou pas, il faut que tu gères une entreprise en fait. C'est plus une question que de solution, mais c'est une question d'entreprise aujourd'hui dans laquelle tu vas accueillir après d'autres personnes et qui vont permettre à cette entreprise-là de grandir. Donc, d'autres personnes qui, avec toi, vont croire au fait que la solution fonctionne bien et donc vont venir avec toi comme actionnaire. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un actionnaire ici et donc qui arriveront aujourd'hui à faire grandir ton entreprise avec toi. Donc, pour cela, c'est important que nos entrepreneurs puissent comprendre le processus d'investissement, en gros. Et je pense que c'est là où il y a le principal problème. Ne comprenant pas le processus d'investissement, ne sachant pas à quel type d'investissement prétendre au niveau, en fonction du niveau d'entreprise auquel ils sont aujourd'hui, ont peut-être du mal aujourd'hui à aller converser avec les Exactement. investisseurs. Mais il faut également Exactement. comprendre que les investisseurs ont des critères. Et donc, ces critères-là, il faut essayer faut les avoir avant d'aller aujourd'hui vers un investisseur. Et donc, c'est important d'essayer de répondre d'abord aux critères avant d'aller les voir. Et c'est ce qui fait Exactement. qu'aujourd'hui, il y a un petit, les entrepreneurs, les investisseurs, pardon, ont du mal à sourcer des projets parce qu'en termes de sourcing, pour eux, ça devient problématique. En tout cas, en Que tu Afrique peux dire, c'est quoi francophone. sourcing? Sourcing, c'est aujourd'hui aller chercher des entreprises dans lesquelles elles trouveront un intérêt et elles auraient envie de mettre de l'argent. Donc, peut-être ont du mal à aller sourcer, comme je disais aujourd'hui, des entreprises. Et ces entrepreneurs-là aussi ont du mal à aller trouver des investisseurs. Et donc, j'utiliserai le même terme, sourcer des investisseurs qui pourront être intéressés par leur entreprise et mettre de l'argent. Mais tout ça, ça peut être fait par un lien. Ça peut être fait par un lien aujourd'hui. Il y a des personnes au milieu qui sont ces personnes-là qui ont compris le processus, qui peuvent être des structures d'accompagnement, des cabinets de conseil et tout ça, qui doivent rentrer je vais dire, dans le processus pour arriver à faire ce lien-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cabinets de conseil financier, les structures d'accompagnement des entrepreneurs aujourd'hui prennent tout leur sens et ont un caractère qui vient aujourd'hui aider à faciliter cette connexion. Malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, on n'arrive pas à trouver assez d'accompagnement au niveau de la levée de fonds pour les entrepreneurs dans les incubateurs, dans les accélérateurs, et les cabinets de consulting vont souvent travailler avec des frais assez élevés et qui ne correspondent pas à la réalité des entrepreneurs qui sont sur le terrain. J'aimerais du coup revenir sur BT Connect avant de donner la parole à Cabrel Di, qui est une plateforme de connexion entre entrepreneurs, entre investisseurs et entrepreneurs d'Afrique francophone et de la diaspora. Et c'est exactement parce que nous avons identifié le problème que tu viens d'énoncer, Saïd, qui est le fait que les entrepreneurs n'arrivent pas, ne savent pas aller chercher les investisseurs puisqu'ils ne connaissent pas les critères, parce qu'il peut s'agir de termes auxquels ils ne sont pas habitués. Et c'est normal parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous travaillez dans un secteur, vous avez votre spécialité, vous n'êtes pas forcément en mesure de parler à n'importe quel autre métier comme des investisseurs. Et donc, il faut pouvoir être appuyé et savoir trouver des moyens de vous connecter aux entrepreneurs et tout en pouvant gérer la relation avec eux en envoyant les informations dont ils ont besoin. Malheureusement, les entrepreneurs, les investisseurs ne vont pas vous dire explicitement, nous voulons que vous remplissiez tel critère pour investir, parce que eux, ils vous challengent en tant qu'investisseur. Ils doivent vous challenger et c'est après vous avoir challengé qu'ils vont se dire, est-ce que vous correspondez, est-ce que le projet correspond à sa thèse d'investissement, au projet dans lequel ils souhaitent investir. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, on a décidé aujourd'hui, nous, de créer cette plateforme-là et de développer aussi des outils, des guides
qui aide les porteurs de projets à préparer toute leur levée de fonds. Parce que pour les entrepreneurs qui n'ont pas accès, qui n'ont pas un financement assez, des ressources, des moyens financiers assez importants pour aller recruter des cabinets, des conseillers en levée de fonds, qui peuvent coûter parfois des centaines de milliers de francs CFA ou voilà, des montants assez conséquents pour des entrepreneurs qui ont des besoins adaptés aux réalités locales. Donc, on a décidé de créer cet outil-là vraiment de façon simple et qui va permettre aux entrepreneurs d'avoir une gestion assistée de leur levée de fonds sans recourir, devoir dépenser des sommes astronomiques pour bénéficier pour avoir les informations qu'il leur faut pour trouver les investisseurs et surtout savoir comment convaincre les investisseurs. Donc ça, c'est vraiment l'un des premiers mandats de BT Connect en tant que plateforme de connexion entre entrepreneurs et investisseurs. Et à la suite de notre échange, d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent approfondir, qui souhaitent en savoir plus, nous vous partagerons un lien pour intégrer notre groupe d'entrepreneurs, notre groupe Slack, dans lequel nous partageons des idées, nous répondons aux questions des entrepreneurs qui ont besoin d'être éclairés sur certaines étapes de la levée de fonds et où nous essayons de voir avec vous comment est-ce que nous pouvons vous aider dans le développement de votre projet et dans votre capacité à aller convaincre des investisseurs. Donc, il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure à qui je vais laisser la parole, si cette personne est toujours avec nous. Oui, bonsoir Aude, bonsoir Steven, bonsoir Saïd. C'est un privilège pour moi de participer à ce webinaire qui nous ouvre un peu l'esprit, nous qui développons des solutions digitales, on peut dire entrepreneurs. Oui, le thème d'aujourd'hui m'a particulièrement touché parce que depuis plus d'un an, pratiquement un an déjà, mes camarades et moi, à la sortie de l'école d'Inge, nous avons développé une solution dans le domaine des fintech. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous avons participé à des concours. Des concours, nous arrivions en finale, mais parfois ça se passe mal. Sauf qu'il arrive qu'il faudrait que nous passions à la vitesse supérieure, mais nous sommes confrontés généralement aux problèmes de financement, ce qui n'est pas chose évidente, surtout en Afrique. Ma question dont j'ai posé tout à l'heure, par rapport à ce que Steven a dit tout à l'heure, c'est comment faire donc pour rencontrer des business angels? Si j'ai bien suivi par rapport à son explication, il nous faisait comprendre qu'il est plus facile de prendre la tâche ou alors de se faire investir par un business angel parce qu'il vous assiste, parce qu'il vous donne des conseils et parfois même ils sont même du même domaine que vous. Comment donc prendre la tâche avec les business angels lorsque vous êtes une start-up qui démarre? Merci bien. Alors déjà, les business angels, ils investissent sur des startups qui démarrent. Donc ça, c'est déjà leur spécification. Leur spécialité, c'est de rentrer très tôt dans les startups. Ils visent la croissance et après, ils quittent. Et ensuite, ça grandit. Donc, si vous démarrez, c'est le bon moment de contacter des business angels parce que c'est ce qu'ils recherchent. Maintenant, comment rentrer avec eux? Je crois qu'on a eu quand même le temps de pas mal discuter autour de ça. Ça va être le réseau. Et j'avoue que c'est pas souvent évident. Soit nous, par exemple, on a mis du temps à chercher des noms, enfin constituer des bases de données. Et je vous dis, par exemple, vous pouvez envoyer 300 messages, 300 mails, 1000 mails, vous avez peut-être que 10 réponses ou 5 réponses. Parce qu'il y a des mails qui sont plus bons, etc., etc. Donc, c'est quand même un travail extrêmement difficile. Et donc, du coup, il faut avoir des contacts qui vous aident à avoir des contacts, premièrement. Mais avant même l'étape de contact, il faut d'abord vous assurer que le projet il est bon. Parce que les gens se mettent dans un piège, c'est que si vous contactez un business angel tout de suite,
sachez que vous n'avez pas contacté un seul. Vous avez peut-être contacté 50. Parce que eux, il reçoit, il envoie à une autre personne, il dit, ah, est-ce que tu peux regarder ça? Qu'est-ce que tu penses? Nous, par exemple, on a été contactés par des business angels à qui on n'avait jamais contacté. Donc, ils ont notre dossier, on ne sait pas comment ils ont eu ça. Vous pouvez même pas savoir comment ils ont eu le dossier. Donc, il Là, faut il y a un vraiment faire petit attention. problème. Ça veut dire que si un a dit non, sachez qu'il y a au moins 50 derrière qui ont dit non. Donc, il y a aussi ça. Donc, il faut vraiment être prêt, se rassurer que bon, là, surtout pour des contacts assez qualifiés, vous savez que lui, là, c'est celui qu'il me faut pour rentrer dans ma boîte. Il faut vraiment s'assurer que le dossier, il est bon. Et ensuite, vous contactez la personne. Et donc, eh ben, pour ça, il faut avoir le bon contact de la personne. Et là, franchement, ça va être, c'est un casse-tête, j'avoue. C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, j'ai accepté de rejoindre Petit Connect avec Aube. Elle avait une base de données assez intéressante quand même. Elle avait pas mal de relations avec les personnes et autres. Nous aussi, de notre côté, enfin, nous sommes réunis, on a essayé de faire un gros travail, de chercher quels étaient les investisseurs qui sont intéressés par des projets en Afrique. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique, mais il y a moins de projets. Il y a moins de projets. Et là, je vais aussi revenir sur ce que Saïd disait, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont des projets, mais les dossiers sont mal structurés. Évidemment, les structures d'accompagnement demandent cher, mais c'est pas seulement le propre de l'Afrique. Je ne veux pas dire combien on a dépensé, mais c'est en termes de pourcentage, parce que tout de suite, voilà. Mais on a dépensé aussi beaucoup d'argent pour structurer nos dossiers. C'est-à-dire, on ne s'est pas levé un matin, on a juste, je disais, on a fait 6 mois pour arranger notre dossier. Mais pendant les 6 mois-là, on travaillait avec des cabinets, on travaillait avec des incubateurs qui étaient là juste pour nous aider à structurer le dossier, à arranger notre pitch, à arranger, etc., etc., etc. Et après, nous donner aussi des contacts qu'il faut pour envoyer, faire des mises en relation, etc. Et c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Donc, il y a ça. Et je pense que bien préparer le dossier, avoir les contacts qu'il faut, qui investissent, qui correspondent bien qui ont une thèse Mhm. d'investissement qui correspond bien à votre projet. Exactement. Et aujourd'hui, bon, moi, maintenant, j'imagine beaucoup d'entre vous vont se poser la question, ça veut dire quoi bien préparer le projet? Comment est-ce qu'on prépare bien un projet? C'est des notions que si nous voulons aborder ici, nous prendrons peut-être des heures et des heures et des heures. Alors, du coup, ce que je vous recommande vraiment, c'est de rejoindre dans le groupe Slack que nous venons de vous partager là, de nous poser les questions que nous n'aurons pas le temps d'étayer aujourd'hui et sur lesquels nous pourrons revenir avec vous peut-être lors de prochains lives ou dans des sessions d'échange privés. Ouais, Aube, Donc, je veux, je, je veux juste rajouter quelque chose assez intéressant aussi, c'est que la différence avec, par exemple, les business angels et d'autres fonds, etc., c'est que les business angels, ils ont ce qu'ils appellent, comment dirais-je encore, il y a une expression là, le BSAR, c'est un système d'investissement où vous contactez quelqu'un aujourd'hui, s'il est convaincu, le lendemain, il vous fait le virement. Ça, c'est sûrement les business angels qui le font. Ça peut être même de l'ordre de 30 000 euros, 50 000 euros, etc. Donc, une fois il est convaincu du projet, il vous fait le virement. Même le même soir, il vous fait le virement. Et ça, c'est du propre au business angel. Et là, il faut plus il faut plus avoir des contacts dans les zones anglaises parce qu'ils sont vraiment intéressés par ce genre de trucs aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, c'est pourquoi passer par le business angel quand on est en démarrage, c'est une bonne stratégie. Maintenant, derrière, faudra bien trouver une structure qui vous accompagne, qui vous donne des contacts qu'il faut et qui vous apporte des commentaires sur les projets. voilà. Très bien. Pour répondre à Joseph, oui, il n'y a que le groupe Slack qui est un réseau, qui est un canal d'échange professionnel dans lequel nous vous invitons à nous rejoindre pour échanger. C'est vrai que nous savons que vous êtes habitués au groupe WhatsApp, par exemple, mais testez, essayez Slack et vous ne regretterez pas. On a quelqu'un qui avait la main levée tout à l'heure, il me semble. Non. Donc, je pense qu'on s'est assez attardé. Il est 21h, il est 21h08 chez moi. Donc, ce qui fait que ça fait déjà 1h et 30 que nous sommes là, présents. Donc, on va mettre fin à notre échange dans très, très peu de temps.
S'il n'y a pas de questions, on va en venir au mot de fin de Citizen. Pour commencer, avant de laisser la parole à Saïd. Bah, je pense que déjà, merci pour l'invitation. Oh, c'est un sujet très intéressant et là, on n'a même pas fait le tour. Je crois il y a pas mal de choses qui peuvent se dire. Tout ce que moi, je peux dire aujourd'hui, c'est que la levée de fonds, ne, vous- ne- tout le monde peut la faire. Vraiment, tout le monde peut la faire. Il suffit, euh, il suffit de bien suivre les procédures. Quand je parle de suivre les procédures, c'est déjà de ne pas se donner des limites, se demander pourquoi je vais lever des fonds, chercher, c'est peut-être des structures qui vous accompagnent là tout à l'heure, avec BT Connect par exemple. Vous pouvez déjà avoir la possibilité d'avoir des contacts dans votre secteur d'investissement. Si vous avez aussi, par exemple, une structure d'accompagnement et qui vous propose des montants assez élevés, bah, quitte à vous arranger. Dans tous les cas, pour créer un projet, il faudra forcément dépenser. Euh, donc, n'hésitez pas aussi, parce que la réalité, c'est que en général, on a peur de parler de notre projet, on n'a pas envie de dépenser, mais on veut juste avoir de l'argent pour accompagner le projet. Souvent, ça marche difficilement. Donc, moi, je pense que tout est possible. Tout est possible vraiment. Il y a des gens, enfin, si vous avez un projet que vous avez monté, lever des fonds, c'est possible. Peu importe la durée que ça va prendre, mais vraiment, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Il n'y a vraiment aucune raison que vous n'y arrivez pas si vous le faites correctement. Super. Merci pour l'encouragement, Citizen. Saïd, tu as un mot de fin à nous partager? Tu as ton micro qui Oui, est bien actif. sûr, oui. Merci, merci beaucoup, Hope. Moi, j'ai envie de dire que j'ai pas eu l'occasion. 1 heure, c'est vraiment très court. Je pensais qu'on allait parler pendant longtemps et que j'allais pouvoir parler de beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire aux entrepreneurs qu'aujourd'hui, comme Citizen le disait, lever des fonds, c'est pas forcément diable quand on est préparé à le faire. Donc, moi, j'exhorte les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ici à, dès la création de leur entreprise aujourd'hui, à la structurer de sorte à ce que elle réponde aux critères des investisseurs. Donc, la structurer, quand je dis la structurer, mettre en place un système de gouvernance très tôt, tenir une gestion financière qui est de qualité, recruter des ressources humaines qui vont rester avec vous et qui ont des compétences, travailler sur le besoin du marché et la stratégie de croissance, avoir une vision qui est une vision claire et précise dans les prochaines années de l'entreprise, donc avoir 5 ans à venir, 7 ans à venir, et surtout, euh, je vais dire, travailler sur l'impact que la société aura, tant en termes d'impact de création d'emplois sur les populations qu'en termes d'impact environnemental aujourd'hui qui intéresse beaucoup les investisseurs. Et s'il y a des investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, écoutez, les amis, essayez de revoir un peu vos critères, essayez de vous adapter un peu plus à nos réalités. N'hésitez pas à venir voir des structures comme la nôtre pour essayer de faciliter aujourd'hui le lien qui est fait entre vous et les investisseurs. Et croyez aux compétences et au marché africain parce que c'est forcément aujourd'hui l'avenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce seront là mes mots de la fin. Exactement. Merci, Saïd.